Good morning, I am Yazid Ait Mahiddin. Thanks to joining us to our morning show. Bonjour d'Algérie, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 4 mai. Nous entamons notre matinale avec un gros plan sur Djelfa, sur les sites archéologiques de Djelfa. Samira Haj Amar, Samirus, pour être dans la période, nous parlera d'un site archéologique de Djelfa. Quant à Jawdet Gassouma, parlera également de Mohamed Tammam. Le Musée national des antiquités donc organisera le 11 une rencontre dédiée à ce grand temps lumineux, ce grand figure des arts appliqués. Puis il y aura d'autres informations concernant un hommage au regretté docteur Mahmoud Arwa. Et puis le Festival international de la musique symphonique sera aussi au menu avec un pianiste polonais qui nous parlera de Chopin, un pianiste aux influences chopiniennes. Et puis nous allons courir, hein. Le trail est très tendance. Ablida, le trail de Shria, donc sera au menu avec Nabila Amalou, secrétaire générale de l'association des randonneurs de la ville des Roses. Et puis nous terminons avec du Malouf, puisque Amin Azeri recevra un talentueux interprète du Malouf qui reviendra avec la chanson Bin al-Barah wal-Yom. Donc, et puis, sans plus tarder, je vais vous inviter à écouter cette chanson du groupe الداي الله يدومها علينا بالخير. تروح ديك الصورة وما بغات تفارق بالي صافية مفتولة كي تشوف عيني تحلالي وما بغات تروح ديك الصورة وما بغات تفارق بالي صافية مفتولة كي تشوف عيني تحلالي وما بغات تروح ديك الصورة وما بغات تفارق بالي ما بغات تروح ديك الصورة وما بغات تفارق بالي. ليلى يا نجمة ليلى الليلة نتي يا ليلى ليلى يا ليلى كانديلا ضوي لي ليلى ليلى يا نجمة ليلى ليلى يا زينة ليلى يا ليلى كانديلا ضوي لي ليلى. الغراب شعرها ولين تحلى تلالي سود الليل يزول بغرامها تجيني وتقعد قدامي ندوي بنوارها سهارة نورها صافي بالحناني دوك السوالف مسلسلين والخلخال طير نعاسي وكيف نواسي انا يا طار نعاسي يا ليلى لا تلومي حالي بك مامو قولوا لي يا حبابي وناسي لا تشكو قرب لي ساسي يا ليلى كي ندير لحالي راني مغروم. ليلى يا نجمة ليلى الليلة ليلتي يا ليلى ليلى يا ليلى كانديلا ضوي لي ليلى ليلى يا نجمة ليلى ليلى يا زينة ليلى يا ليلى كانديلا ضوي لي ليلى ليلى يا نجمة ليلى الليلة ليلتي يا ليلى ليلى يا ليلى كانديلا ضوي لي ليلى ليلى يا نجمة ليلى الليلة يا زينة ليلى يا ليلى كانديلا ضوي لي ليلى. ولقيت حالتي في حالة والليلة بدات حلالي سهرة معاك نتايا ليلة ويا ليلتي يا ليلة ليلة ويا ليلتي يا ليلة وبدات تروح ديك الصورة وبدات تفارق خيالي طار عقلي وتخلط بمنامي راني فيك النوم خلوها تكون ليلة الليلة تبقى تكون ليلة وحدة
بخير جودة سافا مليحة قاعدة بيان اي تو يا دي Bien, Lux. اتموسفير تاع Ça fait plaisir. Ah. شوية voilà. bien. Ce qui est bien, c'est que c'est de USND à Grenade directement. Ah oui oui لوساندي Voilà, عندما l'Andalus, شعبي الأندلس. عندما خرجت لوساندي Ouais, ouais. ماجر داير Ouais, voilà. واسمه هذاك تاع واسمه لو رابور maintenant Ah oui, oui, t'as un bien, c'est Orad. Oui, oui, Rabah Orad. رابح بياس Ah voilà. Donc, nous allons entamer notre première chronique avec Jevdet Gassouma, et qui va nous parler pour rendre hommage à Mahmoud Arwa, mais après ce jingle. Donc, Jevdet Gassouma, avant de nous quitter, il a laissé quand même un traité, un livre hommage à Ibn Hamadouche. C'est Mahmoud Arwa, Allah yarhamou. Voilà, donc Mahmoud Arwa, il y a eu un hommage qui lui a été rendu à la bibliothèque principale de lecture publique d'El Mohammedia, qui est un lieu formidable qui accueille plein d'activités culturelles vraiment de haute facture. Là, donc, Mohamed Arwa, là, il y a une réunion, si vous voulez, de tous ses proches, amis et des personnes qui l'ont connu et admiré. Donc, il est le fils du grand Ahmed Arwa, qui était islamologue, médecin. Donc, tout le quartier de Belouizdad le connaît, ancienne Bellecour. Il avait un cabinet sur place, il a soigné les riches et les pauvres. Et donc, Et la son dernière fils. fois où j'ai vu son fils, c'était en sortant de son cabinet Voilà. à Bellecour. À Bellecour, voilà. Et Mahmoud Arwa, Allah yarhamou, a pris ce flambeau, il a soigné aussi les gens par sa générosité, son accueil, et puis son intellectualisme. Mahmoud Arwa, donc on a passé un tout petit peu en revue le samedi dernier dans cette bibliothèque à Mohammedia, les Bananiers pour être plus précis. Et on a eu le loisir de connaître des gens qui l'ont connu et côtoyé, plusieurs professeurs, le docteur Rouchefoun, Madame Taibi, grand médecin aussi, ses amis réanimateurs. Et puis on a eu l'occasion de découvrir un peu son œuvre, où il a fait beaucoup de choses sur l'histoire de la médecine. Il a fait des œuvres romanesques comme Staten Island ou La dernière fois, il Origami. est venu à Brise d'été pour parler en fait de Staten de Island. Staten Island, qui est un roman qui se passe justement à Staten Island, avec une histoire dans laquelle, Il y a une bouteille voilà, qu'on trouve dans la mer. et qu'on tout. trouve dans la mer, une sorte de message, pas de SOS, mais un appel à peut-être connaître l'autre ou se faire connaître, des choses comme ça. Et c'était un peu sa vie, il a toujours été en quête de reconnaissance, mais tout en restant dans la modestie, tout en restant dans si vous voulez, pas le retrait, L'humilité. mais toujours l'humilité, voilà, l'humilité, tout en restant un observateur très très fin de la société. Et il a mis tout son savoir au service justement de son art, qui était l'art de l'écriture, en présentant par exemple il a fait une trilogie qui a très bien marché, qui était le traitement de la douleur de la médecine arabe à la médecine moderne, ensuite le cœur dans la médecine arabe, et Ibn Rushd, le médecin, ce qui lui a valu le prix Charles Bortoli en 2015 de l'Académie des sciences, des lettres et des beaux-arts de Marseille. Donc c'était un personnage très reconnu. Il avait créé aussi beaucoup de poésie avec Origami, qui a été primé par le concours de poésie en langue française en 2015, organisé par Agriculture d'Alger. La médecine islamique, anesthésie et réanimation dans l'histoire de la médecine islamique, le commentaire d'Averroès au poème de la médecine d'Avicenne, Fenêtre sur rêve, il revient sur la poésie, beaucoup donc un ange. Le dernier, c'était un livre sur le penseur Ibn Hamad. Ibn Hamad. Penseur algérois Ibn Hamad. Penseur, voilà, donc il a
beaucoup insisté dans sa vie, et même probablement à titre posthume. Nous avons été en contact avec sa sœur Najat Arwa, qui est aussi architecte, céramiste, qu'on connaît aussi sur Bonjour d'Algérie. On va faire un travail sur l'édition de nouvelles avec les éditions Fayrouz pour les arts et spectacles, la production culturelle, qui a beaucoup produit de ces livres. Donc il y a un travail de récolte pour l'avenir. C'est un scoop pour nous. Voilà. Et il y aura un travail justement d'édition sur ces œuvres qui n'ont pas encore été, parce il était très ordonné. Sa famille nous a dit qu'il était très Prions pour lui, Rabbi Rahmou et Wassa Prions pour lui, donc. Et passons aux prières de Beit Lahem. Oui, donc pour rester dans les prières pour la paix, pour un monde meilleur, le prière de Beit Lahem est le dernier opus de Yasmina Khadra, notre écrivain préféré, qui vient avec un roman coup de poing. Certains me l'ont déjà envoyé par Internet. Oui, en On l'a PDF. déjà envoyé par PDF. Ce n'est pas très correct. Merci beaucoup. Bia. Suivez mon regard, n'est-ce pas? J'ai rien envoyé, moi. Bia. Nous l'avons reçu en effet. Nos excuses à. Je n'ai pas encore lu. Hein. Nos excuses à Flammarion. Je tiens à préciser que c'était la version de Flammarion. Ça fait rien, nous sommes journalistes. C'est pas. Ça fait rien, nous faisons la promotion. J'ai rien dit. Il y a prescription, n'est-ce pas? Nous l'avons reçu en PDF. Continuons donc Voilà, par rapport à ça. Donc il est sorti le 5 mars chez Flammarion en Outre-mer avec le succès, un succès d'estime, parce qu'évidemment, quand on va parler du sujet qu'il a abordé, c'est un roman donc coup de poing. Et là, il est sorti en avril dernier, il n'y a pas très longtemps, aux éditions Casbah, n'est-ce pas, avec nos excuses de l'avoir eu. Mais voilà, et c'est l'histoire d'un homme de Bethléem qui est chrétien, catholique, qui est de parents un peu mixtes, et qui va vivre ce drame palestino-israélien de plein fouet, quoi. Et c'est surtout situé dans la première intifada. Et ce bonhomme va donc suivre c'est dire l'ouverture de Yasmina Khadra, qui parle d'un dialogue ouvert, d'une harmonie où il y avait justement les trois communautés qui vivaient dans une harmonie probablement toute relative, mais qui était quand même porteuse de paix. Et là, tout a tourné vraiment d'une manière très très violente. Et Yasmina Khadra a eu donc ce courage de parler. Il n'a pas beaucoup de succès, bien sûr, dans certaines sphères avec la montée éditoriales, avec la montée des extrêmes droites et de ces positions maintenant aujourd'hui décomplexées qui détruisent en étant complètement... Les narratifs de la haine. Décomplexés avec ces narratifs de la haine nouveaux. Et lui, il vient, il se pose comme ça en défenseur d'idées de paix, d'idées de tolérance et d'ouverture. Et il tisse un récit absolument fantastique sur un peu ce monde Mais là, il le situe dès la première intifada, avec une montée de violence pas possible. Et donc, le prieur de Bethléem est un livre, un roman universel à lire absolument et à soutenir de toutes les manières possibles, parce qu'il se place vraiment en porte-à-faux des narratifs actuels qui sont éminemment puissants. On saura un peu ce qui s'est passé avec la démission de plusieurs écrivains en zone non libre, Retour en Algérie pour parler de Tkout. Et puis on va aller vers la rivière de Rassira. Je pense que vous connaissez Samira, du côté de Tkout. Tkout, c'est un village situé pas très loin du Roufi. Enfin, il est à l'intérieur du Roufi. Il a des greniers accrochés dans les collines, dans les gorges du Roufi. Et il y a eu donc avec Agir Village Ores
Et la quatrième édition de Ores Art, avec la présence de 40 artistes venus dans le d'Algérie village de Tkout. et d'étrangers, voilà, bon, Tunisie, d'Égypte, ils sont venus d'un peu partout. على بالك باللي beaucoup على d'Algériens. بالك باللي في تكوت ils font du hockey. Du hockey, oui. Ah oui, en célébrant Avec un nom- en célébrant le printemps, ils font un course qui est un jeu comme le hockey. Et puis, voilà. Je pense les branches de palmier. Oui, absolument. Jadid, Oui. le palmier. Le jadid et Voilà. tout. Et c'est un sport, je pense. On fait aussi beaucoup de sports de traditionnel. montagne. Si voilà. on considère qu'ils ont des ruchers, des greniers accrochés, Oui. monter et descendre, c'est pas évident. J'ai eu l'occasion d'y être pendant quelques temps sur le tournage de Et ces Mascarade. greniers ont été inscrits. Ils sont normalement inscrits dans le patrimoine normalement de l'UNESCO. Ils sont protégés où on voit de lettres parce qu'ils datent du XVIIIe siècle et c'est quelque chose de formidable. Donc Saliha Gerfi est la principale animatrice de cet événement qui était cette année dédié à Mohamed Demar, grand sculpteur justement de la région, un enfant terrible de la Ah sculpture oui, 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 oui. algérienne. Je me rappelle cette image de Mohamed Demer qui était dans ce globe au Palais de la Culture. Il était installé dans une sorte de globe terrestre comme ça. Il est resté, il a pris cette photo qui est restée. Ah ouais, cette photo est devenue culte. Absolument. Je m'en dans les années souviens. en 89 ou Il reste 90. en fer, je crois. Et voilà. Oui, 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 c'était un enfant terrible. Il avait un discours absolument fabuleux. Et pour cette quatrième édition, donc, il y a eu la Nuit du Conte, il y a eu des artistes très connus algériens qui ont participé, qui ont fait la Nuit du Conte, qui ont fait des fresques murales avec des interventions vraiment un peu partout dans ce village. Donc c'est une très belle initiative. Toujours dans le patrimoine, avec le musée des Antiquités qui, à partir de après-demain, donc le 6, Inch'Allah, va organiser une rencontre à l'occasion du mois du patrimoine autour du plasticien, peintre très très connu, qui est historique, Mohamed Temmam. Alors, cette manifestation est un peu particulière puisqu'elle va mettre en scène, sous l'intitulé Palette vivante, un ensemble dix plasticiens, dont le miniaturiste Saïd Jaballah, Mustafa Djaout, Tahar Boukaroui, Moukaran Zerqa, Kerbouche, Ali Kerbouche, tout ça, tous ces personnages et d'autres, il y a 10 artistes qui sont les élèves de Temmam. Donc ils l'ont côtoyé de son vivant. Donc il y a des rencontres, vous avez cité tout à l'heure le 11, il y a une rencontre, une conférence autour de l'œuvre de Temmam. Non, le 6 à 11 heures. Le 6 à 11 heures, à c'est 11 l'expo, c'est l'exposition. Et ensuite, la rencontre. Donc ensuite, il y a des rencontres autour de l'œuvre de Temmam, qui a été miniaturiste, enlumineur, mais aussi, très peu de gens le savent, céramiste. Et il a travaillé, il a fait beaucoup d'œuvres en céramique, non, des assiettes, avec des œuvres qu'il a adaptées. Je les ai sur vues. ça. Ils Voilà. sont au musée des Antiquités. Voilà, ils sont en musée. Art des islamique. Antiquités. Donc ça s'appelle Palette vivante. Et voilà, à partir du 6 à 11 heures, le public est convié à cette rencontre. Je pense qu'on va essayer de respirer un petit peu en essayant de voir ce reportage au palais Mustapha Bacha, donc le musée national de la calligraphie, de l'enluminure Il y a aussi et beaucoup de la de choses qui s'y miniature, passent. pour apprécier en fait ce reportage de Leïla Ben Aïcha qui était sur place. Et reportage de Leïla Ben Aïcha. Construit au XVIIIe siècle, le Musée national de l'enluminure, de la calligraphie et de la miniature, ou Palais Mustapha Bacha, est un réel joyau de l'architecture ottomane d'Alger. Il se distingue par son entrée imposante, par les détails de l'esthétique de son marbre et ses faïences.
qui donne sur un patio central entouré de colonnes de marbre, soutenant des arcades qui donnent sur les galeries ornées de boiseries sculptées, abritant de précieuses collections d'art. Je trouve ça intéressant de découvrir la culture de l'Algérie et puis de voir en fait que l'architecture elle était pensée en fonction de leur mode de vie. L'extérieur qui est couvert, qui est pudique et puis l'intérieur qui révèle une belle beauté et je trouve ça très joli, très dépaysant et ça m'a beaucoup plu. L'architecture est très belle. C'est très joli, les mosaïques, tout ça. Oh, il y a plein de calligraphies, de choses qu'en fait on ne voit pas forcément sans faire la visite, donc c'est hyper intéressant. Découvrir aussi l'architecture, découvrir aussi la restauration que je trouve très importante pour conserver le patrimoine. Alors moi je suis très sensible à l'architecture, j'aime beaucoup toute l'histoire qui est transportée par les éliges, les surfaces, les arcades et surtout ce qui se transmet. Nous on vient de France, du coup on n'a pas ce genre d'architecture tout en blanc, Algéla blanche, donc c'est tout en blanc, la mosaïque c'est différent, il y a des structures qui sont très très belles et c'est pour ça qu'on est venu visiter la Casbah. Pour la direction du musée, le mois du patrimoine est une opportunité pour partager ses prestigieuses collections avec le grand public. De plus, un programme intense et varié pour l'occasion. Parmi ces nombreuses collections permanentes, on s'est penché sur cette collection de références en enluminure, miniatures et calligraphie arabe. Des œuvres d'une extrême finesse réalisées par des artistes algériens et internationaux, traitant de thématiques variées comme la mythologie, épopée historique et scènes de vie d'autrefois. Le musée, il abrite des collections. Abritant des collections, vous avez des visiteurs. Les visiteurs, quand ils viennent au musée, ils ont leur patrimoine. Donc, automatiquement, c'est une relation, une grande relation entre les deux thématiques. Donc, en plus de l'exposition, nous avons un ensemble de communications. C'est des communications qui vont porter sur différentes thématiques, différents sujets. Donc, sur l'enluminure, sur l'art traditionnel populaire, sur les nouvelles technologies que nos jeunes apprécient maintenant. Le but de ces expositions étant la valorisation de ces trésors et la transmission de ces savoir-faire est un vrai défi. À voir ces jeunes venus apprécier le jeu millimétré des couleurs et des motifs dans l'enluminure, la miniature et la magie du geste dans la calligraphie, défi réussi. Je crois que ces différentes cultures ont communiqué à travers le temps et on peut y reconnaître des techniques qui communiquent et aujourd'hui qui ont chacune leur particularité et qui ont chacune probablement un message et C'est super intéressant parce qu'on ne sait pas l'histoire, donc c'est très joli, plein de cadres, de photos, on peut faire des photos incroyables. Franchement, c'est très très bien. Au-delà de son histoire, sa fameuse architecture et ses précieuses collections, le Musée national d'enluminure, calligraphie et miniature se dresse comme un fervent gardien du patrimoine. Merci Leïla Ben Aïcha pour cet éclairage, pour ce grand plan sur le musée Mustapha Bacha. Et on a vu que le musée est pratiquement une destination de choix des jeunes, des moins jeunes, de toutes les catégories en fait. Et Oui, voilà. il est situé dans la basse Casbah, Puis il y a même des très œuvres, accessible. il y a des œuvres de Temem, je pense, et même au musée des Beaux-Arts. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de... C'est, entre guillemets, trésor national. Donc, ils sont estampillés comme étant patrimoine national. Il y a une loi depuis, je crois, 1989 qui stipule qu'ils sont tous trésor national, patrimoine surtout. Donc, ils sont répertoriés et doivent être justement mis... Et pour ajouter une information, c'est que Mohamed Temem, son épouse était une grande cantatrice, une grande chanteuse, Bahia Farah, qui a chanté Miss Nel Qasba, le fils de la Casbah. Fils de la Casbah. Je ne savais pas, mais récemment, en essayant de chercher,
Et je vous propose un petit extrait de Bahia Farah, de la chanteuse Bahia Farah, qui est... C'est à lui qu'elle a pensé quand elle a écrit. On est en train de juste écouter. Donc on enchaîne avec La première édition. Saint-Augustin. La première édition des rencontres africaines méditerranéennes de la pensée, sous l'égide de notre ministre de la Culture et de Madame Naïma Hadj Abdelrahman, qui a été la présidente de ces rencontres, autour de la pensée augustinienne, qui se sont clôturées le jeudi dernier avec un ensemble de recommandations. Donc l'ensemble de recommandations, c'était qu'on passe à la création du Centre Mador pour la culture et la pensée, destiné à préserver la mémoire et l'héritage de Saint-Augustin, aussi l'ouverture d'unités d'enseignement et de recherche, et l'intégration du grec et du latin dans le corps, dans l'enseignement. Beaucoup de choses. Là, on est en train de revenir à des périodes de Haroun al-Rachid et tout ça, où le grec ancien était très étudié, ce qui a permis justement à la pensée islamique d'évoluer. Et donc, en parlant de romain et de grec, on va passer à Saint-Mirus. Pour entamer on va lui donner la maintenant. rubrique. Voilà. Et donc, pardon, juste pour terminer, c'est une démarche donc intellectuelle qui vise à transformer l'angoisse existentielle en source d'espoir pour la paix. Voilà, donc le soft power et tout ces choses. Il y a eu beaucoup d'intellectuels et de grands chercheurs qui ont participé à ces rencontres qui vont être entérinés après par la suite. Merci, Jevdet Gassouma. Passons à Saint-Mirus, Ecumus Patrimanus. Donc, c'est la ville de Castellum de Midi ou la Midi? Alors, c'est la ville plutôt de Msaad, pas Msaad Abdelrahman, mais Msaad de Djelfa. Oui, connu par le bélier, le mouton de Msaad, c'est très connu. Naga. Naga, les amoureux timides. Exactement. Alors, Djelfa, c'est connu. Il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de sites culturels historiques, préhistoriques. Ça fait partie de l'Atlas saharien, l'une des stations de l'Atlas saharien. Et Djelfa possède énormément de stations de gravure, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Castellum qui est un fort qui se trouve à Msaad. En fait, sur l'oued Msaad, il n'est pas très loin. C'est quoi? C'est un fort romain. C'est un fort romain et il doit son nom à la limite. Alors, Dimidi vient de Démed. Démed est une oasis qui se trouve pas très loin en fait de Msaad. Donc, il y a eu une déformation avec le temps et c'est devenu Dimidi parce que les Romains sont comme ça. Ils sont arrivés même au cœur du Sahara. Oui, c'est les portes du Sahara en fait. Alors le fort Dimidi constitue l'un des postes les plus méridionaux du lim de la Numidie, hein, on est d'accord. Donc c'est pas très loin d'Alger, c'est très très beau, c'est très intéressant. La ligne elle est tout droit, on n'est pas très loin d'El Rouad. Pareil, hein, il y a des stations de gravure d'El Rouad. Alors quand est-ce qu'il a été édifié sur ça? Il a été édifié sous Septime Sévère. Voilà, donc ils sont. Mais c'est qui? C'est un empereur Septime Sévère. C'est Rome. C'est un empereur, Septime Sévère. Oui, Septime Sévère. C'est une famille en fait qui a régné. Elle a surtout régné sur Timgad, Lambès. Septime, c'est quoi? C'est 7? Septime Sévère. Probable. Septime Sévère, c'est l'empereur romain Septime Sévère. Le septième du nom. Certainement. Probable. Pour Septime, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne me suis pas renseignée parce que ce n'est pas le but. Okay. Donc c'est un fort qui a été construit. Il a été construit pour la 3e légion d'Auguste. Auguste César. Donc ils sont venus, alors c'est eux qui ont construit, mais ils n'ont pas construit tout seuls. Ce qui est intéressant et ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'ils ont fait appel à une armée d'archers
alors je vais réussir à le dire, Pannoniens, ce sont les Hongrois. C'est en fait ce qui représente la Hongrie d'aujourd'hui. Et ils ont aussi fait appel à des soldats de Palmyre, en fait, qui est syrien. Donc on a eu des Occidentaux, on va dire des Européens, et des Syriens. Ils ont fait de la sous-traitance. Et des Romains, à pas du l'époque. tout. Ils ont cohabité. Ils ont cohabité avec les vétérans de la Légion, non, avec la 3e Légion d'Auguste. Donc tout ça parce que chacune de ces, on va dire chacun de ces groupes maîtrisait le climat qui est aride, celui de la région. Pour combattre, il ne faut pas l'oublier, les locaux. On est, ce que les Romains ont voulu faire, c'est bloquer. On est sur la route de la transhumance. Donc on a des tribus qui se déplaçaient avec leurs troupeaux, avec leur commerce, avec leurs biens sur ce territoire, sur cette voie. Et les Romains ont voulu en fait s'en accaparer. C'est exactement ça. Parce que faire un castellum comme ça, avec cette puissance, Oui. ça veut dire qu'il y avait une résistance qui était très grande. Elle est Voilà, partout puisqu'ils en ont Algérie, pris des spécialistes venus, des archers et tout ça, et puis la construction en elle-même, c'est qu'il y avait une résistance qui était très forte. Ce qui est incroyable, c'est que les Romains, d'habitude, ils restent près de la mer. On a sur toute la bande est. Mais là, ils sont arrivés à Messaad, c'est quand jusqu'à même... Messaad et un peu plus, je crois, hein, jusqu'à Raddaï. On n'est pas très loin de l'Ambésis. Tout ça, ils voulaient en fait une domination du territoire, du pouvoir de la région et surtout s'accaparer en fait du pouvoir. Du cheptel. Dieu m'a chéri cheptel, coulage. Voilà, donc il n'était pas très grand, mais il a quand même existé. Il n'existe plus, hein, il reste peut-être quelques morceaux du rempart. Pourquoi parce que déjà, à l'époque, on va dire en quelle année il a été construit. Il a été construit en 198 de notre ère. Ouais. Donc après, comme ils disent, Jésus-Christ. Mais c'est de notre ère. Et ce fort, en fait, la cohabitation entre tous ces vétérans, les Hongrois et les Syriens, elle a duré 40 ans. Et les vétérans ont choisi un autre pouvoir qui était celui de Maxime le Thrace, donc Medfermouj. Déjà, avant le déclin, il y a eu un déclin politique déjà, les Romains entre Medfermouj, et ensuite il y a la lutte et la résistance des habitants de la région de la Numidie, donc les Numides. Donc le fort a commencé à décliner. Il mesure 4500 mètres, un peu moins d'un hectare, et les remparts font à peu près 260. Il n'est pas très grand, mais il est quand même construit. Il y a, on va dire, un principiat, le quartier général du grand commandeur, et ensuite on a des thermes aussi. Ils ont construit sur le Decumanus et le Cardo. Ils ont respecté l'architecture type avec des constructions hydrauliques. Là. Mais Parce c'est qu'il y a une un structure. secteur... Non, Cardo Maximus Decumanus est connu par tout le monde. Est-ouest, nord-sud. Est-ouest, Voilà, nord-sud. est-ouest, nord, c'est pas... Est-ouest, on a les rien points inventé. cardinaux. On n'a rien inventé et c'est connu dans tous les sites romains ou romano-africains. On n'oublie pas que c'était aussi la Numidie et qu'il faisait partie. Donc, dans les années 40, il y a Gabriel Picard, c'est un chercheur. C'est lui qui a fait une redécouverte. Les vestiges étaient déjà connus des locaux. En 1940, Picard, quand il arrive, il a une information des locaux et il va faire une redécouverte, et notamment des fresques murales qui sont au musée des Antiquités qu'on peut voir et qui racontent en fait les croyances païennes de Malek Bel, si je ne me trompe pas, des Romains en fait, de ceux qui étaient dans le fort. Mais aussi on a trouvé des amphores, on a trouvé des stèles votives. Pourquoi il est important de reprendre le grec et le latin, et il est étudié par les archéologues parce que nous avons un patrimoine immense, énorme en Algérie, où il y a le libico-berbère, il y a le latin et il y a ce grec que Essia Djoubarjou, les Amas tout à l'heure insisté, maîtriser, et ce qu'elle a appris au lycée quand elle y a été. Voilà, donc on a aussi des stèles votives. Alors les stèles votives nous renseignent sur c'est un fort militaire, hein, on n'oublie pas, donc sur tous les noms des familles régnantes, plutôt des gradés, des gens qui ont gouverné, mais aussi que ça a été à un moment un fort très prospère pour les Romains, bien sûr, pour l'Empire.
et qu'il y a eu des résistances. On a en fait des choses comme ça qui ont été retrouvées, donc les amphores, qui sont au musée de Djelfa. La prochaine fois, j'espère qu'elle va nous raconter l'histoire des amants timides de Ain Naga. On en a déjà parlé, mais Malish en revient. Ils sont un peu mimi. Hein? Voilà, bien sûr. Hein, c'est ça? Toute la région, moi j'aime beaucoup Msaad parce que c'est on va dire, c'est la capitale du Bornos. Bornos, ouais. C'est le Bornos, le vrai, hein, et il coûte très cher le vrai parce qu'il est fait, ça prend des mois à le faire, et puis il est fait avec des matières très nobles, c'est pas du synthétique, mais toute la région est une région à connaître. Djelfa est une très très belle wilaya. On peut s'arrêter pour manger choix, il y a tout un alignement. C'est la transition avant d'arriver à Merci pour ces déambulations toutes romaines pour parler maintenant romano-africaine. Romano-africaine. Numide. Donc, voilà. pour dire que pour passer à la musique, et nous allons voir ce reportage les Journées de la Nouba, encadré par le musicologue Rachid Guerbas à Tizi Ouzou. Falia Hamdi. La célébration des 5 journées de la Nouba à Tizi Ouzou est un événement culturel significatif qui met en lumière la richesse du patrimoine musical andalou. Réunis autour du musicologue Rachid Guerbas, de jeunes prodiges ont partagé une semaine intensive de masterclass entre rigueur technique et souffle spirituel. Et tout. J'étais très réticente avant parce que j'avais toujours peur qu'on enlève ce qui est naturel, ce qui est mystique dans la musique andalouse, parce que la musique andalouse, c'est du soufisme, c'est quelque chose, c'est une autre dimension, quoi. Et justement, avec Monsieur Guerbas, j'ai vu qu'il a ce secret de garder l'authenticité de la musique andalouse tout en imposant une rigueur et un côté scientifique que j'apprécie beaucoup. Et je suis vraiment partante dans ce créneau. Dans quel but? Déjà, pour préserver cette musique, parce qu'il est incontournable qu'on est obligé de l'écrire, on est obligé de suivre le courant. Hein. Moi, je l'ai apprise de bouche à oreille par de grands maîtres, Allah yarhamhum, par Haj Moulay Bakrizi à Mostaganem. J'ai appris cette musique, certes, mais déjà, on est toujours dans l'apprentissage, je n'ai pas tout appris. Et puis, et surtout, cette musique est notre patrimoine. Moi, je suis très nationaliste. Il faut l'universaliser. Et pour... Lui, c'est Rachid Guerbas, une figure centrale de la scène culturelle algérienne, reconnu tant pour ses talents de musicien que pour ses travaux de recherche en musicologie. Depuis ma plus tendre enfance, donc j'ai un penchement naturel vers la musique. Alors que je ne suis pas d'une famille, je ne suis pas issu d'une famille de musiciens, mais la musique a toujours été mon univers quotidien. Son œuvre se concentre principalement sur la préservation et la transmission du patrimoine musical andalou et des traditions classiques d'Algérie. La musique, la nouba algérienne fait partie intégrante du patrimoine de notre pays. Et quel patrimoine? Parce que c'est d'une richesse considérable, c'est-à-dire tout reste à découvrir. Je dis bien, en tout cas, le plus grand reste à découvrir. C'est vrai qu'on a une musique qui a été transmise de bouche à oreille comme ça, et les gens qui ont tout fait pour la transmettre, ils savaient très bien que notre culture et l'identité de la culture qui fait aussi notre identité,
ont été mises à rude épreuve pendant la période de la colonisation. C'est-à-dire on voulait gommer un petit peu tout cet aspect-là. Et il y a eu une résistance. Aujourd'hui, Rachid Guerbas est considéré comme une passerelle entre les grands maîtres du XXe siècle et les jeunes interprètes contemporains. Son nom reste indissociable de la rigueur scientifique appliquée à l'art lyrique algérien. On y va, 2, 3, Ok, quand je fais comme si je marchais. Oui, c'est une leçon de pédagogie musicale avec Guerbas. Vraiment, c'est quelque chose de très très intéressant de voir comment aujourd'hui on fait de la transmission de cette musique modale. Restons dans la musique pour recevoir le grand pianiste Misha Kozlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, bonjour. Bonjour. Et voilà, nous avons également l'interprète qui est avec nous et nous allons parler d'aujourd'hui puisque ce sera le programme polonais au Festival international culturel de la musique symphonique. Alors, j'ai écouté un peu de votre musique, notamment ces influences de Chopin, et j'étais très très impressionné comment vous jouez ce travail de legato et ce travail également de staccato. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire en reprenant un peu toutes ces musiques de Chopin. C'est vraiment, tu nous introduis dans l'univers polonais, dans l'univers de Chopin. Yeah, so it's very impressive how you can reproduce like some very important pieces from Chopin compositions, and he's like really impressed by how you play it and all the techniques that you are using in your shows and plays actually. Comme on dit legato, la manière de jouer, et le staccato aussi, la manière fait vraiment, c'est très très impressionnant. Yes, I mean, with Chopin, it is a very difficult thing because his music is very demanding, and the most demanding thing is that the piano, which is an instrument which consists of strings and where you push the keys to play, you need to transform the piano into the instrument that is singing. The music must be full of cantabile, of bel canto. These are the inspirations of Chopin, and it's also connected to legato, of course, because the most beautiful singing comes from the most beautiful legato. So the music written by him, the biggest challenge is that the pianist cannot just play, but the pianist must sing. Laisse-moi un petit moment comme ça pour essayer de reprendre tout ce que vous êtes en train de dire. Et puis nous avons également puisqu'il parle un peu de cet univers de Chopin, comment il réinterprète cette musique à travers ces techniques de legato et du bel canto. C'est ça en fait, comme le dit Misha, les compositions de Chopin sont assez difficiles, c'est assez exigeant, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention, et ce qu'il essaie de faire à travers justement ces techniques de legato ou autres, c'est aussi de rendre le piano comme un instrument qui chante justement, et c'est aussi important de transmettre toute cette émotion, et l'émotion que Chopin essaye aussi de mettre dans ses compositions. Ouais. Vous avez sillonné le monde, vous avez fait la Chine, les États-Unis, la France, Aix-en-Provence, vous avez fait également le Japon, et aujourd'hui vous êtes à Alger. Et je rappelle que vous étiez aussi lauréat en 2024 du prix Frédéric. Oui, so you have been around the world. You played in China, Japan, France, and now you're in Algiers. Like, how do you feel about that? And also, you have been in 2024, like the winner of the prize, Frédéric.
I'm very excited to be here in Algeria, and it's my first time, of course, and I'm still getting to know the country and the culture, and I hope to get to know more about the music. But for sure, for me here, it's another word and very inspiring. I mean, when I walk on the street of La Casbah. Yes, Casbah is amazing. I visited it yesterday, and it gives me a lot of inspiration, and also it's yeah. I mean, it's first of all, it's very inspiring. Monsieur Misha Kozlowski, hein, Yes, perfect. Perfect. Parlez-nous un peu du programme de ce soir à l'Opéra d'Alger, à l'occasion du Festival international culturel de la musique symphonique. C'est la 15e édition. Yes, so can you talk about the program that you will play tonight at the concert? Yes, of course. So today I would like to present to the public, to the audience, a music by Polish composers, and of course there will be Chopin at the beginning and at the end, but in between there will be other composers, and one of them will be Karol Szymanowski, the composer that is very dear to me. And he also, when he was around my age, maybe 3 years younger, he visited Algiers and he visited Biskra. Yes, when he was traveling to the North Africa. And that was the journey that changed his life, actually. And it was also full of inspiration for him. And in his later works, which he composed, we can notice a lot of influence of the culture that is here. So Szymanowski will be there also. I will also perform Józef Wieniawski, who is a brother of a famous violinist, Henryk Wieniawski. And I also decided to include in my program 2 modern pieces. Thank you very much. Merci beaucoup. En attendant que vous nous faisiez un peu la traduction, nous allons juste écouter un petit extrait de votre œuvre. Écoute. Merci, merci vraiment, c'est très très relaxant, c'est vraiment... donc il parlait un petit peu de ce deuxième musicien, compositeur polonais. Je pense que vous l'aurez compris, le programme est assez riche, donc il débutera et finira avec Chopin. Mais il mettra à l'honneur d'autres compositeurs polonais, notamment Karol Szymanowski, qui, comme il l'a cité, a fait un passage en Algérie. Il a été à Biskra au début du XXe siècle, autour de 1914, je pense. Et donc justement, dans ce cadre-là, dans le cadre du festival de musique symphonique, nous irons avec Misha à Biskra également, où nous ferons un concert le 7. Donc voilà, on appelle aussi un peu tous nos amis de Biskra à venir
apprécié ce concert. Oui, à Biskra, il y a quand même il y a la célèbre troupe Merzoug qui fait un peu de la raïta, ce qu'on appelle aussi la cornemuse. Ils ont des spécialistes de cornemuse très Mais justement, le compositeur polonais Szymanowski, qui était à Biskra, s'est beaucoup inspiré de la raïta et de la flûte et du ney. Et on peut retrouver certaines de ces influences dans ses compositions. Hein. Et puis vous allez apprécier la célèbre Deglet Nour. Voilà. Pour terminer, vous allez nous parler de masterclass, puisque vous allez animer aussi des masterclass. So you will have masterclasses, for example, tomorrow, in instance, in Algiers and also in Biskra. Yes. So how will it be? What's the program? Well, of course, I'm very curious about what pieces the students will perform, and I will try to do my best to share all my experience and my knowledge, and to help them to develop. And I'm very excited about that. That I feel I'm honored to have this opportunity to meet the students here. Donc c'est vraiment très très intéressant et puis nous avons qu'à préparer nous préparer pour y aller visiter cette déambulation de Monsieur Misha Kozłowski à Biskra. Peut-être on pourra revenir avec un reportage, pourquoi pas, pour voir. Donc merci beaucoup. Mais comment on dit merci en polonais? How do you say thank you in Polish? Dziękuję. Oui. Avant de dire bonjour, les téléspectateurs veulent vraiment savourer un autre passage et une autre musique de Mr. Misha Kozłowski. Tam w dolinie zielonej stoi domek biały, stoi chatka uboga na wierzchołku skały. W domku dumna dziewczyna czarnym błyska okiem, w chatce dziewczę urocze, jak kwiat nad potokiem. Donc c'était aussi un morceau vraiment très très éclectique de la musique de Misha Kozłowski. Merci beaucoup. Donc rappelons que ce soir, à partir de 19h, il y aura donc le concert de Misha Kozłowski qui représente la Pologne en cette 15e édition du Festival international de la musique symphonique. Donc c'est vraiment un plaisir de rester avec vous et d'apprécier ce que vous faites. Je sais que les musiques de Misha sont sur Deezer, sur Spotify, sur tous les réseaux, et puis il est crédité de je ne sais pas combien de followers, donc je suis l'un des followers de Misha Kozłowski. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer, donc avant-hier, le 2, c'était la journée internationale de la moto. Et pour prodiguer des conseils en matière de sécurité routière, donc l'ami Aboud Bouddha s'est rendu donc dans le site Aramli du côté de Sablette et elle est revenue avec son reportage pour parler de sécurité routière et moto. Casque ajusté, moteur qui grande, regard déterminé. Elles sont venues nombreuses pour célébrer la journée internationale de la motarde et répondre à l'appel des Ladies of Harley, une communauté active de motardes affiliée au Hague Algiers Chapter Algeria. Elles sont venues de partout pour montrer qu'elles sont là, qu'elles sont sur le terrain, qu'elles investissent les routes. On a invité aussi celles qui commencent, et notamment moi. Depuis quelques mois maintenant, je fais de la moto. Et on a invité surtout les femmes qui hésitent pour faire leur baptême. Et c'est le plus important. J'ai décidé, j'ai repris les cours à la base avec Khmisi. Oui. Et j'ai la chance de faire partie d'un club officiel, le Hague Chapter Algiers. Donc je fais des exercices de conduite couramment معاهم. Oui, c'est de l'entraînement, oui. Ah oui, c'est des exercices de conduite, c'est important. On fait des sorties en famille,
c'est ça aussi ce qui est important. On a un esprit de famille, le club Tana. Le 8, c'est un exercice universel qui va vous permettre de développer le virage à droite et à gauche. Ce rendez-vous 100% féminin est axé sur la sécurité routière. Samir Khemissi donne quelques instructions aux débutantes et s'assure d'expliquer en détail les notions de base comme les positions de conduite, les manœuvres d'urgence, mais surtout un coaching basé sur une conduite défensive. Je suis en train de faire de l'initiation et du perfectionnement. On est en train de corriger un travail qui n'est pas dans les normes. On parle de sécurité, d'accord? C'est un message que je véhicule aux moto-écoles. Pour information, c'est le bilan qui en parle. Le parc moto actuellement, il occupe 4%, mais malheureusement, nous avons 31% d'accidents liés à la moto. Maintenant, si on cherche à savoir où est le problème, d'accord, bien évidemment, je le dis et ça fait mal au cœur, le problème c'est la formation. Ici, la passion se conjugue au féminin dans une ambiance conviviale. Pour Yasmine, si la moto est synonyme de liberté, elle exige aussi rigueur et responsabilité. C'est important la sécurité routière à moto parce qu'une moto ça reste une machine très dangereuse, même si c'est une machine qui nous procure des sensations, de la liberté, le sentiment d'un peu de puissance et tout ça, mais il faut toujours garder avec la marge de sécurité qui nous permet aussi d'être prudents. Pour l'occasion, un circuit sécurisé a été mis en place où 3 mystiques 2 roues ont offert une démonstration spectaculaire mêlant puissance, précision et maîtrise. Nous, en fait, on a choisi pas une thématique bien précise. C'est pas un ride, c'est pas un rassemblement. C'est en fait, on a rassemblé la gente féminine qui exerce la moto pour leur apprendre, leur faire des plateaux de conduite, l'amélioration et leur donner un petit peu des bonnes pratiques pour justement s'émanciper sur la route. La moto au féminin s'impose avec passion et détermination. Mais pour durer, cette passion doit s'appuyer sur l'essentiel. La formation, l'encadrement et surtout la sécurité. Place à la mobilité pour revenir sur une course, pour parler en fait, pour annoncer la course ou le trail de Shléa, dont la première édition printanière commencera le 8 mai prochain, donc dans moins de 3 jours. Et nous avons avec nous Madame Nabila Amalou, bonjour. Bonjour. Donc on est à quelques jours du coup d'envoi de cette édition printanière. Parlez-nous un peu des préparatifs par rapport à cette course qui est le trail, qui est devenu très très tendance. Bien sûr. Alors c'est pour bientôt. C'est le 8 mai, vendredi 8 mai, Inch'Allah. Ça sera sur les hauteurs de Bouarfa. C'est bon. D'habitude, on avait l'habitude d'organiser cet événement une fois par an. C'était en mois de novembre. C'est le trail automnal, chaque mois de novembre. Mais cette année, on a ajouté une autre édition qui est la première de son genre. La première édition, c'est une édition printanière en mois de mai. Et là, c'est sa première. La 6e du trail automnal, ça sera en mois de novembre prochain, Inch'Allah. Parlez-nous des circuits. J'ai vu même des séquences sur vos plateformes, sur les réseaux sociaux, où des bénévoles, des organisateurs ont pris des pelles et des pioches pour déniveler, pour préparer les circuits. Parlez-nous comment ça se passe. Exactement. Alors, ça fait partie de l'organisation. Il fallait faire ça bien avant. Il y a une équipe de bénévoles qui ont été sur place, tous les mardis. Il y a 3 mardis successifs pour préparer, pour baliser, c'est-à-dire offrir les meilleures conditions aux participants, parce que on sait très bien que ce trail-là, spécialement ce trail-là, il est différent de celui de Shléa. C'est par rapport aux difficultés. Oui. Bon, il va allier plaisir et défi en même temps. C'est normal, parce que le défi, c'est par rapport au dénivelé. On va avoir, on va préciser qu'on va avoir 3 km de dénivelé d'une pente sur 3 km. On va avoir des passages assez difficiles. Et c'est ça le trail, c'est ça le trail. Oui. Voilà. Mais contrairement à celui de Shléa, c'était beaucoup plus plaisir que défi. Parce que Shléa, on connaît très bien qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est
c'est la découverte du paysage et tout. Mais là, on voulait faire découvrir aux gens, c'est-à-dire une autre région de l'Atlas blidéen. C'est sur les hauteurs de Boualfa. Donc, comme on avait dit, il y a eu des bénévoles de l'association qui ont été sur place, ils ont préparé, ils ont balisé, ils ont enlevé les branches qui gênent le passage et tout ça pour le bien-être des participants. Alors, la préparation, a commencé bien avant. C'est préparer d'abord une fiche technique. Dans cette fiche technique, on a toutes les recommandations, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut faire, toutes les préparations. On avait préparé en même temps la plateforme de l'inscription, parce que les inscriptions ont été faites via une plateforme. Bon, par la même occasion, je remercie toute l'équipe qui a préparé tout ça. Les inscriptions ont commencé le 2 mars via cette plateforme. On a fermé les inscriptions officiellement le 12 avril. Et vous êtes à combien maintenant? On est à 1100 participants. 1100 participants. Dont 315 femmes, avec la participation de 11 étrangers, bon, bien entendu résidant en Algérie, de toute catégorie d'âge. Pour les hommes, on a la catégorie de 18-39 ans. Et puis, on a de 40 à 61 ans et au-delà de 61 ans. Et puis, les femmes, 18-39, 40-50 et au-delà de 51 ans. C'est-à-dire, chaque catégorie est distincte de l'autre parce qu'on va bien entendu. Et puis le circuit, en fait, la course sera pratiquement encadrée par la protection civile, par la protection civile, la gendarmerie. On a des bénévoles, ce qu'on appelle, nous, des juges de parcours. Ils ont été placés. Bon, on a été dernièrement, samedi passé, on a fait le parcours. On a placé ces juges de parcours chacun sur sa place. Le rôle du juge, c'est quoi? C'est orienter le participant et l'encourager en même temps. Parce que c'est pas un terrain, c'est pas un circuit direct. Hein. Il y a des passages. Donc il faut orienter les gens pour ne pas qu'ils fassent des erreurs sur le circuit là. Oui, le trail, en fait, c'était une pratique sportive très très limitée à l'époque. C'était une pratique de niche en Angleterre et par la suite aux États-Unis, dans les années 90, c'est devenu tendance. Et aujourd'hui, on la pratique partout et puis pour découvrir les sites touristiques, les sites naturels également. Tout à fait, c'est ça l'objectif, c'est découvrir. C'est découvrir le paysage, c'est découvrir les endroits. Comme j'ai dit tout à l'heure, il allie plaisir et défi en même temps. C'est-à-dire, défi, pourquoi? Parce qu'il y a des lignes assez importantes, il y a des passages, je ne dirais pas assez dangereux. C'est des passages abordables, mais plus ou moins, il faut les... J'ai oublié de dire que Mme Amalou est la secrétaire générale de l'association des randonneurs de la ville des Roses. Les randonneurs amateurs de la ville des Roses. Donc, il ne faut pas oublier que c'est l'un des défis de cette association de réussir ce trail Sharia 2026. C'est ça notre objectif, c'est l'objectif de l'association, c'est sensibiliser les gens pour préserver la nature et l'écosystème à travers les randonnées hebdomadaires qu'on organise 2 fois par semaine. Bon, je précise que nos adhérents, c'est de 7 à 77 ans, si on peut dire ça, c'est toute catégorie d'âge, hommes et femmes. Ils sont là pour être sensibilisés et surtout pour lutter contre les maladies. C'est l'objectif. Et quels sont les conseils pratiques à donner aux participants de ce trail 2026? Il faut être vigilant et bon, d'abord il faut se munir de l'équipement qui est chaussures adéquates, enfin au moins avoir un rechange dans son sac à dos. Un sac à dos pas trop rempli, avec un maximum de réserve en eau, et puis une tenue quand même confortable, un bateau de randonnée, parce que le trail, c'est pas uniquement courir, c'est une
alternance entre la course à pied et marcher en même temps. Marcher en même temps, oui. Ils peuvent marcher, hein. Non, pour marcher. On n'est pas marché comme moi, nonchalant, comme ça. Non, non, non. Non, parce qu'il y a un défi en même temps. C'est une course, hein. Dis-moi, quels sont un peu les sites que nous allons découvrir en faisant ce trail à Blida? Bon, il y a Bouarfa, il y a... D'accord. Alors, ils vont démarrer à partir... Bon, il y a une région qui s'appelle Sidi Salem sur le hauteur de Bouarfa. Le démarrage, c'est une boucle de 24 km. J'ai oublié de préciser ça. Ils vont démarrer de cet endroit qui s'appelle Sidi Salem. Et puis, ils vont descendre vers Haïd Riouch. De là, ils vont emprunter un sentier qui s'appelle Tagadir, ou quelque chose comme ça, vers Sidi Fodé. Sidi Fodé, là, pour arriver à cet endroit, toujours sur les hauteurs de Bouarfa, là, ils vont traverser un circuit plus ou moins assez difficile. C'est-à-dire qu'il faut les préparer. S'ils sont à l'écoute, il faut qu'ils se préparent psychologiquement. Pas difficile, mais ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de faire des circuits pareils. Voilà. Et par rapport à l'alimentation, parce qu'après nous allons aborder l'aspect alimentation. Alors qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, Non, non. Le trail, c'est toujours, on prévoit des points d'eau et des tables d'alimentation. On a 3 tables sur des points différents, sur 12 km, puis 12, 24. Et puis, on a 3 tables d'alimentation, c'est-à-dire ils vont s'arrêter, ils vont prendre des fruits, des choses comme ça pour se fortifier, continuer la course. Nabila Amalou, secrétaire générale de l'association des randonneurs amateurs de la ville des Roses, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et nous passons à Agnès Rir dans sa chronique nutrition, juste après santé et bien-être. Bon, tout le monde parle de l'oméga 3, l'oméga 3 sardine, mais c'est quoi l'oméga 3 en fait? Justement, nous allons parler des oméga 3 aujourd'hui. Comme vous le dites très bien, tout le monde en parle, on sait tous que c'est très important pour notre alimentation, mais quel rôle exactement ont les oméga 3 dans notre assiette, pour notre santé, notamment pour le système cardiovasculaire, mais aussi le pour système notre cerveau. cognitif aussi. Oui, voilà. La mémoire et les fonctions cognitives, voilà. Effectivement, c'est très important d'en avoir dans notre assiette et dans notre alimentation. Et vous verrez qu'à la fin, on va parler un petit peu du lien qui est très important, qui est très peu abordé généralement et qui est très fort, ce lien entre les oméga 3 et le sport. Les oméga 3 avec le poisson. Justement, les oméga 3... Les mollusques, non. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout ce qui est marin contient des oméga 3, mais il y en a, on va dire que c'est des acides gras. Non, non. Pas vraiment, pas autant, mais ça en contient quand même, parce que tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui vient de la mer en contient, mais il faut faire la part des choses. C'est des acides gras qui sont essentiels, il y en a 3 qui sont le plus essentiels pour nous. Il y a un qui est d'origine végétale et qu'on trouve dans notre alimentation. Mais là, c'est un shark qu'on va manger. Ils nous ont montré un shark. je crois que je ne sais pas ce qu'ils ont montré. Par contre, justement, donc il y a les acides gras d'origine végétale. Non, ça va. Ça va. On peut continuer, je pense. Oui. Donc, il y a les ALA qui sont d'origine végétale. Vous voyez les ALA, donc acide lénolénique. On ne va pas rentrer dans chaque... Acide, c'est non. Voilà. Tu fais un petit ALA. Et c'est pour ça que je vais utiliser que le mot ALA, EPA, DHA. Je ne vais pas donner des noms plus compliqués que ça. On va dire que les ALA, voilà. Comme ça, c'est aussi compliqué que... C'est juste nous allons manger des ALA. Arriver au but final. Donc les ALA viennent de tout ce qui est végétal, alors que DHA et EPA viennent de tout ce qui est marin, des poissons notamment. Ce qui est végétal, on le trouve dans notre alimentation. On va le trouver où? Vous allez me dire, ça sera par exemple les graines de chia,
l'huile de colza, les huiles généralement qu'on utilise dans l'huile de tournesol notamment, mais on ne va pas avoir suffisamment, c'est-à-dire que cet oméga 3 végétal va se convertir dans notre corps vers le DHA et le PA qui sont eux essentiels pour le système cardiovasculaire et le cerveau, surtout pour le DHA. Mais cette conversion ne se fait pas à 100%, elle se fait autour de 10%. C'est-à-dire que le reste, le reste du manque de DHA, nous devons le ramener de notre alimentation du côté marin. Et c'est pour cette raison que nous conseillons de consommer des poissons gras. Par exemple, je crois que c'était un saumon ou un thon que vous... Oui, un thon, oui. Voilà, donc le thon, le saumon, le maquereau, les sardines, mais avec tout ce qui est, vous voyez, pollution marine, les gens qui font plus attention à leur assiette vont plus vers des poissons qui sont moins, on va dire, impactés par cette pollution, par le plomb, par le mercure, et donc, ça sera plus les sardines qui vont être, on va dire, le roi dans notre assiette par rapport à l'apport en oméga 3. Les sardines, la lacha. Exactement. Les petits poissons gras vont être plus bénéfiques. On va dire que c'est une forme de concession entre l'apport en DHA, c'est-à-dire l'oméga 3 d'origine marine, et essayer de réduire le maximum tout ce qui est pollution marine, manger moins souvent, on va dire, du saumon et du thon, mais plus souvent des sardines. Attends, on va prendre des notes. Donc, oméga 3, on va prendre tout ce qui est huile de colza, tout ce qui est graines de chia, huile de colza, graines de... oléagineux, cacahuètes. Oléagineux, oui, ça c'est voilà, facile. C'est facile, les noix, les amandes, les noisettes. Exactement, c'est riche en oméga 3 d'origine végétale, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant, il faut toujours ajouter un apport. Oui, ça fait partie. Les graines de lin aussi. Exactement, les graines de lin, vous me faites très bien de les rappeler, à côté des graines de chia. Les graines de lin. Voilà, les graines de lin sont très riches en oméga 3. C'est très bon de le rappeler à côté des graines de chia, mais nous n'allons pas nous suffire des graines. L'humain n'est pas fait pour manger que des graines et des huiles, donc il faut vraiment apporter des oméga 3 animales. Et donc, parce que la conversion, encore une fois, ne se fait pas complètement, notre corps ne synthétise pas cet oméga 3 qui vient des poissons, ou bien le synthétise mais de façon minime, et donc nous allons avoir un manque. Et pourquoi c'est important? Car les oméga 3 ont un rôle direct contre l'inflammation. Et c'est pour cette raison qu'ils sont bénéfiques pour notre système cardiovasculaire et pour notre cerveau. Ils vont avoir un rôle pour la régulation du taux de cholestérol et de triglycérides dans notre corps. Et d'où l'intérêt pour le système cardiovasculaire. Le cœur et le cerveau. Exactement. Ils vont avoir un rôle sur la dilatation des vaisseaux. Et donc, ils vont aussi être bénéfiques en ce sens. Pour le cerveau, c'est encore d'autant plus important. Pour le DHA, par exemple, il rentre directement, il est essentiel pour les membranes cellulaires nerveuses, pour leur fluidité, pour l'élimination des déchets cellulaires, pour les connexions nerveuses, pour la réception des signaux nerveux. Et donc tout ça va contribuer à une bonne mémoire, à une bonne préservation de tout ce qui est cognitif, comme vous l'avez très bien dit dès le départ, et à préserver notre santé cérébrale. Et c'est pour cette raison que ça ne suffit pas de l'apporter seulement par ce qui est végétal, mais de prendre les deux sources de ces deux types d'oméga 3 pour compléter et avoir un apport suffisant. D'ailleurs, il y a aussi les oméga 6 à côté, mais ce n'est pas le sujet. Et c'est cet indice entre oméga 6 et oméga 3 qui est important à équilibrer. Pourquoi? Parce que ces deux types d'acides gras vont avoir les mêmes enzymes pour être métabolisés dans notre corps. Donc le mot du jour, oméga 3, consommer du poisson. Et en attendant de pêcher les poissons, je te remercie de nous avoir consacré ce moment pour l'oméga 3. Et nous allons laisser les gens pêcher un peu des poissons, mais nous allons y aller au jardin de Adnan Fergani, Diani Madjani Amtar, fi Djnani. جاني ما جاني عن طرف جناني خوخو رمان أني واصفر جلباين جيت الوفا أحبابها غايب جاني ما جاني عن طرف جناني
في اللوحة جاني الماء رحيته مجروحة جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني وصور جلطاي جيز الوداع حبابا غايب يا ابويا سالم عندي طفيل يخرج لي عالم يقرا البرايق ما جاني الماء الرحمة طلعني يا جاني ما جاني عن طرف جناني بغور مالي وصبر جلطاي جيت الوداع حبابا غايب Oui, donc c'est la dernière chronique de ce programme du matin Bonjour d'Algérie et on reçoit donc Emina Zeri, Bonjour. tout en bleu, kind of blue, et puis notre Bécharaf du matin qui est là avec nous, il vient de Constantine, c'est monsieur Shamsuddin Jabbasi. Shamsuddin Jabbasi, مرحبا بك. جوجب مرحبا بك يعطيك الصحة. واحنا في عادتنا الجزائريين ما نجوش يدينا فارغين. كان un peu De son terre de Constantine. Oui, là. Les saveurs, et les saveurs, et les odeurs saveurs, de Constantine. Et puis de la musique de Constantine. Et la Le musique. malouf, exactement. Kchaïr. مرحبا بك. الله يبارك فيك. Chez vous, béni soit ta journée. Kchaïr. شيختنا اليوم والله أنا شيخين معك. Donc je dis bonjour à tous nos amis, bonjour toute l'équipe de Canal Algérie. Donc j'invite tout le monde à une petite balade à Constantine, la belle Constantine, la merveilleuse ville des arts et Oui. du savoir. Bien sûr, cette ville qui sait comment accueillir ses invités. Et Shamsuddin, c'est notre guide ce matin. مرحبا بك الله يبارك شمس الدين. فيك Amina, ou bonjour Khouya Yazid, bonjour à tout le monde, à nos chers téléspectateurs qui suivent cette belle matinée à travers Canal d'Algérie. Et voilà, je viens de Donc la Constantine. nouveauté aujourd'hui, c'est une... بين البارح واليوم aux بين influences البارح malouf. واليوم, exactement. ليلة محلاها ليلة يا محلاها. Et en plus, c'est un classique andalou que je revisite avec un nouvel arrangement signé Sifouzi Delmi, que je salue au passage. Et je salue tout le monde, Nasli Maana, qui sont bien entourés بزهر تاع قسنطينة. جبنا لكم راس القطار تاع قسنطينة. C'est la période تاع التقطاع. Oui, il y avait même récemment cette cérémonie de Taqtar, il y a eu toute... Exactement. Oui. J'ai vu sur les réseaux Exactement. sociaux. Et Madame la ministre, récemment, elle a annoncé la création d'un grand festival national de Taqtar récemment. Et c'est une très Et belle en plus, on est dans le mois du patrimoine. Donc, Constantine, elle est magnifique avec ses splendeurs, avec ses odeurs, ses beautés. Voilà. Et Constantine, elle est bien sûr, c'est une ville conservatrice. Oui. Donc, juste pour rigoler, Yazid, quand j'ai appelé Shamsuddin, il m'a dit que j'ai fait un nouveau produit. Alors, c'est quoi le produit? Elle est 3 en 1. 3 en 1, oui, c'est ça. 3 en 1 بعد قلت لي كيفاش 3 en 1
قلت لها d'ailleurs أنا j'ai l'habitude de prendre les initiatives. J'ai en parallèle de mon petit répertoire du Malouf classique, j'ai mon répertoire personnel là où j'essaye de prouver mon empreinte, de laisser quelque chose. Voilà, j'ai repris cette fameuse chanson, Bin al-Barh wal Yom, avec un nouvel arrangement musical où j'ai touché même, j'avais une idée dans la tête, c'est que de faire un petit hommage dedans, dans la musique, à d'autres artistes. Par exemple, en collaboration et en concertation avec l'arrangeur de musique, bien sûr, قلت له pourquoi pas on insère des musiques légendaires du répertoire algérien. Anna, j'ai choisi la musique tel Kahina, le groupe Kahina Le d'ailleurs. groupe mythique Kahina. C'est un groupe mythique Hakim. Et le leader Hakim, qui a marqué qui a marqué l'histoire de la chanson l'histoire avec plutôt يا قمر يا عالي يا قمر يا يا عالي. قمر يا عالي يا شاغل لي بالي. En plus, un autre solo, deuxième solo, qui rend hommage à un grand artiste, Allah يفك, le Defa Hasni, avec صبرت وطالع دربي. J'ai envie d'écouter cette Oui, chanson. oui, elle est Par la vraiment voix magnifique. Vraiment, c'est un petit voyage aux adeptes et mélomanes, les nostalgiques, qui veut aller réécouter Hasni, il va voir sa musique dans cette chanson, et qui va voir le Kahina Hakim, il va voir un couplet, un solo extraordinaire en guitare de Kahina, et qui veut réécouter Bin al-Barh al-Yom, il va trouver. Exactement. En tout cas, Yazid Shamseddine, il a l'habitude de faire des hommages pour les piliers de la chanson algérienne. Il a déjà fait un hommage pour le Hajj Mohamed Tahar Fergani, Allah yadhkuru bil khair, et Amr Zahi aussi dans les Chabi. D'ailleurs, c'était le deuxième album, mon deuxième album, intitulé Ashq Zin. Ashq Zin, c'était la chanson phare de l'album. J'ai fait un air algérois, donc j'ai touché un petit peu le Gbahi algérois. Gbahi algérois, j'ai fait sur la jaquette, d'ailleurs vous avez vu Amina, مع الذكرى خالدة للمرحوم محمد طه الفرقاني وعمر الزاهي. Exactement. Puisque c'était un petit peu le décès تاعهم مع بعضهم ما كانش Dans la même période. Dans la même période. Où la sortie de mon album c'était dans cette période. Shamseddine Debati n'est pas venu seul, donc accompagné de son oud. Hein, donc moi j'ai envie d'écouter un petit morceau que j'adore, que vous interprétez d'une manière magnifique. Ça te dit Bahi Jamal? Bahi Jamal, avec plaisir, bien sûr. Wallah, tout le plaisir لي أنا d'ailleurs هكا je partage ce beau plateau avec خويا يزيد وأختي أمينة وطلبك على راسي يعني. يعيشك يعيشك يعيشك. Pardon, j'ai un petit peu gêné. Je suis un petit peu gêné. يا باهي الجمال الجمال جود لي بالوفا يا يوقف هذا المطال المطال قلبي شغفا في الزلال الزلال شهدنا قرقفا قرقفا يا ما حلا الوصال الوصال من بعد الجفا يا ما حلا الوصال الوصال من بعد الجفا
يعطيك الصحة. طربتنا يا خويا. Merci beaucoup. طربتنا vraiment. Malgré, elle est Bravo. avec une telle voix enrhumée, donc C'est pas je grave. En m'excuse. tout cas, la voix elle est magnifique. Et Même moi, si c'est même s'il y a un rhume, mais on voit toujours cette tessiture assez particulière avec Sahaba. Oui, oui. Et le feeling, il est très important. C'est Tout à fait. dégager un feeling, ça va droit au but, au cœur. Je pense que je vais inviter les téléspectateurs à écouter ce petit morceau de Ben El Barah Wal Youm, donc revisité par notre chanteur Shamsuddin Jabbasi. Merci. Donc nous allons le préparer, il n'est pas encore prêt, et nous allons reprendre un peu, le rappelant que Shamsuddin Jabbasi est l'héritier en fait de cette tradition du Malouf légué par Shirtoumi, par toute une lignée de maîtres incontestés du Malouf. Et issu de l'intarissable école du Malouf, donc à mon jeune âge, j'étais initié dans des associations du Malouf constantinois et de la musique andalouse. J'ai fait une multitude d'associations et j'avais la chance de côtoyer d'un côté des grands artistes, des noms à Constantine, à l'instar de Kamal Bouddha, à l'instar de Branki, à l'instar de Riyad Khalfa. Et j'étais initié par un grand formateur de la matière, Cheikh Amir Rabh Bouaziz Rabbi yarhamou. qui était votre maître aussi, non? Oui, c'est ça. Il a fait plusieurs générations. Monsieur Amir Rabh Bouaziz, Rabbi yarhamou, Inch'Allah, ils ont confié ce patrimoine, cet héritage avec de bon cœur. Ils étaient les maîtres, ils étaient l'éducateur. Oh, alhamdoulilah, l'héritage il est toujours en bon. Alhamdoulilah. Et vous êtes quand même une pléiade d'artistes, vous Oui, êtes non, là. Et on peut dire que vous avez assuré la relève, Abbas Riri. Oui, je dirais que Constantine, c'est une pépinière de belles voix, des artistes talentueux qui viennent en force et qui montent en puissance, où c'est dans le bien et dans la sauvegarde et pérenniser notre patrimoine matériel. Alhamdulillah. Et alors, Yazid, on écoute la chanson de... J'attends. D'accord. Donc on peut peut-être parler aussi de cette continuité entre les trois écoles d'Alger, de Constantine et de Tlemcen, et la spécificité de l'école Malouf de Constantine, notamment à travers ces grands... le patrimoine musical, le répertoire, quand on voit par exemple la chanson de Bourri, quand on voit Qalou al-Arab Qalou, quand on voit... en fait, c'est un répertoire purement malouf. On ne le retrouve pas aussi dans le Ranaté ou dans le Chabi, dans le Sanaa, voilà. Pour un petit peu éclaircir un petit peu la chose, la musique andalouse, elle englobe trois écoles en Algérie, le Malouf constantinois, Sanaa, chez le centre, c'est Alger, et le Gharnati, mais c'est toujours dans le cadre andalou. La musique andalouse. Certes, c'est des dérivés. C'est des dérivés, mais des dénominateurs communs, c'est que les paroles, les textes, ils sont presque les mêmes. On chante toujours les mêmes. Dans les Nouba, dans le Houaza, dans les Zjel, c'est Talqana, le même texte, les mêmes paroles. Je m'excuse, c'est la fin de ce programme. Il est déjà 9h30. Merci de nous avoir suivis. Nous retrouvons donc le vendredi prochain dans le Houda Bouzgaou.